Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa dans le cadre de ce nouveau numéro de votre émission Le Métronome. Le métronome de ce jour reçoit Félix Edandé Ekoré. Il est porte-parole du syndicat des agents des œuvres universitaires. Monsieur Ekoré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa afin que nous débattions sur certaines questions qui intéressent le grand public et qui ont un rapport direct avec le Centre national des œuvres universitaires. On rappelle donc que le CNU existe depuis le 19 avril 1971, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Et que le Centre national des œuvres universitaires du Gabon a 4 principales missions. Donc je pense l'hébergement des étudiants, la restauration, la protection sociale, mais également d'autres aspects qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions d'existence, de vie des étudiants donc sur le campus. Alors, le Centre national des œuvres universitaires, le CNU, comment il se porte aujourd'hui? Merci, M. Pambo, de nous donner l'opportunité de parler du Centre national des œuvres universitaires. Je suis ici aujourd'hui parce que les collègues m'ont publicité pour venir parler en leur nom, essayer de porter leur parole pour dénoncer des dysfonctionnements qui sont aujourd'hui, dont le CNU fait face depuis pratiquement 2 ans. Ces dysfonctionnements sont là et nous allons tout au long de cette émission en parler, notamment sur tous les aspects, notamment sur les missions qui sont conférées au Centre national des universitaires. Les 3 principales missions, hébergement, restauration et la couverture médicale. D'accord. Alors, avant d'évoquer ces 3 questions importantes qui représentent d'ailleurs le cœur même de l'activité du Centre national des œuvres universitaires, rappelez quand même que le CNU administre, c'est bien ça, oui. 3 principales universités publiques du Gabon. Oui. Donc l'université Omar Bongo de Libreville, le CUS dans la commune d'Ovendo et l'université des sciences et techniques de Massoukou, c'est à Franceville dans la province du Haut-Togo. C'est bien ça? Bien sûr. Alors, puisque je parle de l'USTM, on va peut-être commencer par l'USTM, puisqu'il y a une actualité chaude qui prévaut depuis quelques jours maintenant du côté de cette université-là. Vous la suivez. Que peut retenir le grand public par rapport à cette crise qui s'écoule l'USTM? On a été surpris de voir sur les réseaux sociaux des images assez choquantes des étudiants dormant à la Belle Étoile qui auraient été expulsés par le rectorat. Qu'en est-il exactement? Monsieur Pambo, effectivement, c'est un sujet d'actualité. Et ce sujet d'actualité, il est comme de tous, que les étudiants de l'Université des sciences et techniques de Massoukou ont été expulsés des résidences universitaires. Bon, les raisons telles que l'administration les évoque ici, on ne peut plus revenir là-dessus. Mais quand même, une petite piqûre de rappel est importante pour que le téléspectateur, du moins ceux qui n'ont pas le détail de ce qui se passe réellement, soient fixés. Bon, certains parlent de l'état de délabrement de la résidence universitaire. C'est ça. Et d'autres disent que c'est parce qu'on voudrait faire des travaux. C'est ce qu'on dit. Mais avant, ce qu'il faut retenir ici, c'est que nous tous, nous agents, là nous parlons en tant qu'agents. Nous avons déploré la manière de faire. C'est-à-dire la manière de faire de l'administration des étudiants. Non, de l'administration. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a déguerpi ou bien qu'on a demandé aux étudiants de libérer les résidences universitaires. Ça a été fait en 2003, ça a été fait, je crois, en 2007 aussi. C'est-à-dire il y a tout un mécanisme qui est mis en place, qui est mis en œuvre lorsqu'on veut que les étudiants libèrent le campus universitaire. Ça c'est fait. Bon, maintenant, s'il y a des résistances, c'est à partir de là qu'on peut faire usage à la force publique, s'il y a des résistances. Mais cette fois, je ne sais pas s'il y a eu des résistances, je n'étais pas à Franceville, mais les informations qui nous parviennent de ce côté nous disent clairement qu'apparemment, il y a eu un problème de communication. Il y a eu un problème de communication parce que si on avait voulu que les étudiants libèrent le campus, cela devrait se faire à la fin du mois de juillet. C'est la fin du mois de juillet que cela devrait se faire, c'est-à-dire on savait que le mois de juillet, août, septembre, il devait peut-être y avoir des travaux dans les campus universitaires. Mais quand on demande aux étudiants de libérer le campus, peut-être à la fin du mois de septembre, début octobre, alors que nous sommes pratiquement, les enseignements vont commencer,
ça devient un peu, c'est un peu pour nous. Nous déplorons cette attitude. Nous avons vraiment déploré cette mesure. D'autant plus que la situation de l'USTM est très préoccupante, hein, en parlant justement du campus des résidences universitaires qui se trouvent aujourd'hui dans un état de décrépitude avancé. On a vu des vidéos, on a vu certaines images, et c'est une université qui parfois défraie la chronique. Au-delà justement du côté lié à la décrépitude des lieux, il y a aussi ces pratiques avilissantes qui ont été condamnées. Quel a été d'ailleurs le rôle joué par votre syndicat au sein du CNU en rapport justement avec ces pratiques avilissantes, ces bisoutages qui sont souvent faits parfois sur des jeunes étudiants qui arrivent pour la première fois à l'université, des pratiques humiliantes même? Oui, généralement, il y a souvent une campagne de sensibilisation. Généralement, il y a souvent une campagne de sensibilisation qui se fait. L'administration avec des partenaires sociaux, ça, généralement, il y a souvent une campagne de sensibilisation. Mais il faut avouer que depuis 2 ans, il y a cette réticence. Il y a un climat vraiment méfiant entre l'administration et les partenaires sociaux. C'est ce qui fait que les partenaires sociaux ne sont pas très au fait de certaines situations. Ou alors, lorsque les décisions sont prises, les partenaires sociaux ne sont généralement pas associés. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à mesure de vous dire exactement à quel moment, comment est-ce que l'administration a pris décision. Donc tous ces faits-là, nous les déplorons, et nous déplorons surtout le fait que les partenaires sociaux n'ont pas été associés. Donc c'est regrettable, on dit comme ça. Alors, le Centre national des œuvres universitaires est une entité qui jouit d'une autonomie de gestion et administrative depuis 2004, je crois, c'est bien ça? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, le CNU, on l'a dit, a 3 principales missions. S'occuper de l'hébergement des étudiants, de la restauration, de la couverture médicale de ces étudiants. On va peut-être commencer par l'aspect, le point lié à l'hébergement. Aujourd'hui, les effectifs, notamment à l'université Omar Bongo, c'est plus de 20 000 étudiants à l'UOB aujourd'hui. Le restaurant universitaire est fermé. Qu'en est-il réellement de cette situation en rapport avec la restauration des étudiants? Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans cette situation où le resto, le principal de l'université, est fermé? C'est une question pertinente, M. Pambo, et c'est une question, il faut le déplorer, que depuis 2 ans, le restaurant de l'université Omar Bongo, le plus grand restaurant des universités, est fermé. Pourquoi ce restaurant est fermé? Les partenaires sociaux nous posons la même question. L'administration n'arrive pas à nous apporter des réponses convaincantes. Parce que le fait, c'est d'ouvrir le restaurant et se retrouver en difficulté financière. À un moment donné, il y a un fait, c'est-à-dire, vous pouvez ouvrir et à un moment donné, vous dites que vous n'avez plus les moyens, les ressources financières nécessaires pour continuer votre mission de service public. C'est un fait. Mais il y a aussi le fait de ne pas ouvrir. Ça nous renvoie à quelle question? Mais ne pas ouvrir, est-ce que ce n'est pas la conséquence d'une situation peut-être relative à une absence de moyens financiers conséquents qui permettrait à l'administration du CNU de pouvoir ouvrir justement le restaurant universitaire? Est-ce que vous, partenaires sociaux, vous avez aujourd'hui les éléments de réponse qui vous permettent de dire aujourd'hui justement que l'administration du CNU a les moyens financiers, a une surface financière conséquente qui lui permet de pouvoir ouvrir ces restaurants dans ces 3 universités-là? Oui. Le premier élément, c'est qu'il y a un budget, il y a une prescription budgétaire. Quand vous regardez la loi des finances... À l'année. À l'année. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on pense quand même que le gouvernement ne peut pas laisser une mission de service public aussi importante que la restauration des étudiants pendant 1 an sans apporter les moyens. Ça, on peut aussi le dire. On pouvait aussi avoir un faisceau d'indices très important, un faisceau d'indices constant. Quand on regarde un peu certains mouvements, notamment au niveau de l'agence comptable, on se dit, est-ce qu'on peut payer les salaires, ça je vous dis, on peut payer les salaires à l'agence comptable, puisque les ressources financières qui sont affectées à l'agence comptable, c'est uniquement pour la restauration des étudiants. Est-ce qu'on peut payer les salaires à cette agence comptable et ne pas assumer
les missions de restauration des étudiants. Mais la masse salariale d'une catégorie d'agents au sein du CENU, est-ce que vous pensez que cette masse salariale coûterait aussi cher que les charges du CENU en ce qui concerne la restauration? Est-ce que le budget alloué à la restauration n'est-il pas plus important que la masse salariale de ces quelques agents qui sont payés par la comptabilité? D'abord, l'agence comptable n'est pas, elle n'est pas là pour payer le salaire. C'est déjà une violation. C'est une violation parce que... Mais quel est justement le profil de ces agents qui sont payés par l'agence comptable? Mais justement, parce qu'en 2018, le problème avait déjà été réglé parce que le gouvernement, le Premier ministre avait demandé à ce que le CENU ne paye plus les agents à l'agence comptable. Donc tous les collègues qui étaient payés à l'agence comptable ont été basculés au Trésor. Ils ont été basculés au Trésor et c'est là-bas qu'ils sont payés. C'est parce qu'on ne voulait plus que le budget, les ressources qui sont affectées à l'agence comptable soient utilisées aussi pour payer les émoluments. C'était des ressources réservées uniquement pour assurer les missions de service public, notamment la restauration des étudiants. C'était ça la mission principale. Mais il se trouve malheureusement, ça on peut aussi le dénoncer, c'est que l'administration actuelle a procédé au recrutement. Ces recrutements-là, puisqu'ils ne peuvent pas, ces gens-là, la solde avait dit qu'en ce moment, il n'y a plus de recrutement. Donc ces gens-là sont payés à l'agence comptable et ça impacte directement au budget, aux ressources financières qui sont affectées pour la restauration des étudiants. Est-ce que c'est une incapacité de l'équipe dirigeante actuelle du CENU de pouvoir élaborer des mécanismes qui lui permettent justement de rendre les restaurants ou le resto universitaire fonctionnel, ou parce que le CENU a des problèmes justement avec des fournisseurs? Et d'ailleurs, on peut revenir sur cette rupture de collaboration, le contrat qui vous liait à une entité, on peut la citer, c'est Sodexo, je crois, avec qui vous aviez travaillé à un moment. Et dans quelles conditions vous vous êtes séparé justement de Sodexo? Bon, la séparation avec Sodexo, c'est le gouvernement qui avait décidé. C'est le gouvernement qui avait imposé Sodexo, s'il faut dire ça ainsi. C'est un partenariat que le gouvernement avait imposé. Comment vous aviez justement trouvé ce partenariat-là? On avait l'impression que tout était rentré dans l'ordre, que le restaurant universitaire avait repris de sa superbe, que les étudiants étaient heureux de s'y retrouver à nouveau par rapport à la qualité du service, justement. Est-ce que la qualité, elle était bien, la qualité du service? La qualité du service pour Sodexo, il faut le dire, puisque même quand Sodexo faisait ses prestations, la plupart c'était des agents du CENU, peut-être je vous le dis aujourd'hui, c'était ceux qui s'occupaient de la restauration, ce sont des collègues du CENU qui s'occupaient de la restauration, des techniciens, c'était des techniciens du CENU. Vraiment, la prestation, elle était de qualité. Mais il faut donc aller regarder derrière cette qualité-là, les coûts. Je crois que ce sont ces coûts-là qui ont fait reculer le gouvernement. Ce sont ces coûts qui ont fait reculer le gouvernement. Et le gouvernement avait donc décidé que le CENU reprenne les activités en main pour faire la restauration. Et pourquoi justement le CENU n'a pas pu garder cette même dynamique après le départ de Sodexo? Puisque vous dites que ce sont les agents du CENU qui travaillent également pour le compte de Sodexo. Que s'est-il passé? C'est l'attitude des acteurs que nous dénonçons, c'est-à-dire c'est l'administration du CENU. Parce que la question ici, c'est pourquoi les restaurants ne sont pas ouverts, M. Pambou? Parce que ne pas ouvrir les restaurants veut dire ici que le gouvernement n'affecte pas de moyens. Quand c'est fermé, ça veut dire que les moyens ne sont pas affectés pour assurer le service public. Je crois que je crois vous faire comprendre. C'est-à-dire, en ce moment, tous les restaurants sont fermés. Quand vous parlez de tout, on sait qu'à l'université Omar Bongo, il y a le principal, le plus grand restaurant, le restaurant il est fermé. Universitaire. Depuis 2 ans. Mais vous m'aviez dit tout à l'heure dans la coulisse que le Centre national des œuvres universitaires a essayé un peu d'innover en faisant dans la proximité. Soyez un peu plus clair. Mais bien sûr. Lorsque Sodexo est arrivé, nous avons essayé en son temps, on s'est dit que tout le monde ne pouvait pas venir manger à l'université Omar Bongo, c'est-à-dire dans les plus grands restaurants, c'est-à-dire l'université Omar Bongo, l'université de la science à Masuku. Donc, on s'est dit que comme il y a des écoles
Parce que le SENU va aussi vers les écoles. C'est ce que dit la loi. C'est pour ça que nous avons donc fait ce qu'on appelle les restaurants de proximité. Donc si vous allez dans ces écoles-là, vous allez à l'ENSET, à l'ITO, à l'IST, à l'USO et tout ça, vous allez trouver des restaurants parallèles, ce que nous appelons des restaurants de proximité. C'est-à-dire c'est donne la possibilité aux étudiants qui apprennent dans ces écoles de ne pas venir faire la queue que vous connaissez. Vous avez vécu cette queue-là à l'université Omar Bongo, ne pas venir faire cette queue-là. C'est-à-dire ils peuvent se restaurer là où ils apprennent, c'est-à-dire dans l'école ou dans les écoles où ils apprennent. Et tous ces restaurants-là sont gérés par le SENU? C'est géré par le SENU, c'est ce que la loi dit. C'est ça l'esprit de la loi. Mais est-ce que ces différents restaurants dans ces grandes écoles sont toujours ouverts? Fermés. Voilà. Donc, la responsabilité, la faute est au SENU. Bien sûr, la responsabilité, la faute incombe. On ne le dit pas, il faut le dire en des termes clairs, la faute incombe aux acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à gérer le SENU. Et c'est depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que il manque de la main-d'œuvre, il manque du personnel. Manque-t-il du personnel qualifié? Non, non, non. C'est quoi la vraie raison? Je vous dis que le centre des œuvres, peut-être vous ne le saviez pas, et les gens n'en parlent pas. Le centre national des œuvres universitaires a des meilleurs restaurateurs, des meilleurs cuisiniers. Je l'ai vérifié. Gabonais, ils sont Gabonais? Oui, les Gabonais, oui, oui. Ils sont formés? Ils sont très bien formés. Où? Oui, ils ont été formés dans des écoles. Certains ont été formés à l'extérieur. Quand ils arrivent, ils disent je vais prester au SENU. On les avait recrutés. Vous allez dans les hôtels, je l'ai vérifié. Je vous ai dit, la prestation, tout ce que vous avez vu à Sodexo, c'était des collègues. C'est des collègues qui travaillent avec Sodexo. Maintenant, il n'y a pas un problème de main-d'œuvre. Il n'y a pas de problème de main-d'œuvre. La main-d'œuvre est là. Vous avez vu, les chiffres sont là, le nombre d'agents, la main-d'œuvre est là. Mais nous ne comprenons pas. Vous avez dit 780 agents repartis sur les trois principales universités. Voilà, les 3 bassins, oui, c'est ça. Donc maintenant, on ne comprend pas. Peut-être la presse va nous aider aussi à aller poser la question à l'administration actuelle. Pourquoi les restaurants sont fermés? Monsieur Mbamou, les restaurants sont fermés depuis 2 ans. Est-ce que le gouvernement peut passer 2 ans sans affecter des moyens pour nourrir les étudiants? Parce qu'il s'agit de ça. Il s'agit de nourrir les étudiants. Cette question en rapport avec la restauration, oui, au regard de la qualité du service, les prix qui sont pratiqués, ils sont pratiqués en fonction de la clientèle, c'est-à-dire que vous gérez, vous avez face à vous des étudiants, vous dites on va faire des prix qui tiennent compte du profil du consommateur, ou bien vous fixez le prix en fonction de la qualité du produit que vous vendez? Non, pour les prix, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire c'est décidé, parce que c'est le conseil d'administration, puisque le SENU est administré par un conseil d'administration. C'est le conseil d'administration qui fixe les prix du ticket des restaurants. Et vous savez que dans ce conseil d'administration, les étudiants participent, c'est-à-dire les groupes d'étudiants participent à ce conseil d'administration. C'est un travail qui se fait de manière consensuelle. Et on arrive à un prix abordable, à un prix qui convient à chaque étudiant, c'est-à-dire chaque enfant qui apprend à l'université peut se restaurer à l'université. Parce que c'est du social. Ah ben voilà, c'est du social. C'est la question que je voulais poser, justement, de savoir. L'objectif du SENU, c'est pas d'avoir une marge de, marge bénéficiaire, non. Le SENU n'est pas commerçant. Nous sommes là pour faire, c'est pour ça qu'on dit le centre des œuvres universitaires. Il a d'abord un caractère social très important. C'est pour ça que vous direz que le ticket, qui est parti de 250 francs à notre époque, à votre époque, il est aujourd'hui à 500 francs. Et ce ticket-là, oui, c'est pour elle, c'est ça le ticket. Et je crois qu'au niveau de l'hébergement, en son temps, je crois que le lit était à 6 000 francs le mois. Et c'est comme ça. Bon, peut-être avec les améliorations, puisqu'en ce moment, il y a des travaux qui se font au niveau de l'université Omar Bongo, peut-être que ça pourrait augmenter, mais l'objectif ici, ce n'est pas pour asphyxier les apprenants. Non, 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 on ne peut pas asphyxier les apprenants puisque c'est eux qui sont la cible de la mission de service public. Alors, on a parlé de restauration, parlons d'hébergement. L'université Omar Bongo, l'a dit, c'est plus de 20 000 étudiants. Je crois que le campus universitaire, en ce moment, il est fermé. Il est en pleine restauration. Oui, bien sûr. C'est bien ça. Ça, on peut le reconnaître, oui. Il y a des travaux très importants qui se font puisque il y a de cela 1 an, les plus hautes autorités de ce pays sont passées par là pour venir prospecter et voir, il y a eu des grandes décisions. Donc aujourd'hui, je crois que dans quelques mois, la cité, la résidence universitaire
de l'université Omar Bongo sera opérationnel. Alors, on a réhabilité. On réhabilite les anciens pavillons. Il n'y a pas de nouveaux pavillons. Non, il n'y a pas de nouveaux pavillons. Justement, et aujourd'hui, par rapport aux effectifs qui sont pléthoriques à l'université Omar Bongo, est-ce que vous pensez que la capacité d'accueil de campus est raisonnable? Les partenaires sociaux vont jouer, M. Pamou, nous allons jouer notre rôle. Et nous continuons le jeu en disant que la capacité d'accueil ne correspond même pas à 5% des chiffres des effectifs des étudiants. Ça ne correspond pas. Nous allons jouer notre rôle. Et il y a eu des projections en allant dans ce sens qu'on voulait aller peut-être louer ou faire louer hors du campus. Pour nous, les partenaires sociaux, nous étions un peu hésitants pour cette optique-là parce qu'on se disait que... L'université s'engagerait à louer des... Bon, le Centre national des jeunes universitaires. Oui, le CENU. Oui, le CENU, bien sûr. Vous voulez, on leur a dit non, ce n'était pas une mission, ce n'était pas une décision qui devait venir uniquement, principalement du CENU. Il fallait que le gouvernement prenne une mesure. Et nous, on allait tout simplement peut-être exécuter cette mesure-là. Ce n'était pas une mesure, c'était pas une décision qui devait venir du CENU. Elle est complexe parce que... Mais vous, en tant que partenaire social, justement, du Centre national des œuvres universitaires, comment vous trouvez, est-ce que vous ne trouvez pas que cette alternative est incongrue? C'est-à-dire, plutôt que on irait louer au lieu de construire de nouveaux pavillons qui accueilleraient les élèves, les étudiants, pardon. C'est notre option. Nous pensons qu'il faut construire. Les constructions valent mieux parce que quand on construit, ça veut dire que ça nous revient. Les locations, on va louer, ça nous revient. Parce que non, il faut construire. C'est ce que nous disons. Ce n'est pas des espaces qui manquent. Même au sein de l'université Omar Bongo, on peut encore implanter 2 ou 3 pavillons, c'est possible. On peut encore implanter 2 ou 3 pavillons à l'université Omar Bongo. Et ça, les résidences à l'intérieur des universités sont aussi à l'avantage des apprenants. Vous en savez quelque chose, vous êtes passé par cette université. Parce qu'un enfant qui réside au campus, au sein de l'université où il apprend, il a beaucoup de chances de réussite par rapport à celui qui est à l'extérieur. Mais justement, vous connaissez les contraintes. Pour revenir justement sur cette question de l'octroi des chambres aux étudiants, est-ce que les modalités ont évolué? C'est quoi les profils? À qui sont réservées les chambres en priorité? Nous ne pouvons pas en parler maintenant parce que ce n'est pas encore... Il faut que, mais à la pratique. À la pratique. Puisque les chambres ne sont pas, les résidents ne sont pas, mais à la pratique, bon, en fait... Ce qui est souvent fait depuis... Oui, ce qui est souvent fait, c'était, on avait d'abord opté sur certains critères. D'abord le critère d'âge. Le critère d'âge, et à côté du critère d'âge, le critère de réussite académique. Parce que nous estimions que c'était décidé, même en collaboration avec l'académie, si vous avez, par exemple, vous ne pouvez pas continuer à garder la chambre, alors que les résultats ne correspondent pas, les résultats ne sont pas bons au niveau de l'académie. Si vous reprenez par exemple la licence 3 ou 4 fois, mais on peut vous retirer le droit de résidence. C'est aussi un moyen d'inciter l'étudiant à faire beaucoup d'efforts. Maintenant, on a vu le critère d'âge. Un enfant, vous savez que nos enfants aujourd'hui gagnent le bac à 16 ans, 17 ans. Ils sont prioritaires. On regarde le critère d'âge aussi, il est prioritaire. Lors des choix. Et puis de cette catégorie d'étudiants venant des provinces, parce qu'on sait évidemment qu'ils sont nombreux qui partent de province pour la capitale et qui souvent à la capitale n'ont pas de parents. Effectivement, nous tenons aussi compte. Voilà pourquoi vous voyez le CENU, quand on regarde le CENU de l'extérieur, je ne vous explique pas grand-chose. Quand on regarde le CENU, pour ceux qui ne connaissent pas, ils ne peuvent pas savoir qu'il y a d'autres entités à l'intérieur du CENU. Quand vous entendez parler de la prise en charge médicale, et il y a aussi une prise en charge sociale. Il y a un service social. On va revenir sur l'aspect. Voilà. Donc, il y a un service social au sein de l'université. Ce service social-là, ce ne sont pas les agents du CENU. Ce sont les agents du ministère des Affaires sociales qui sont affectés. Ce sont des techniciens qui sont affectés. Donc, c'est un ancien chef de service de cité qui vous parle. Donc, on a souvent ce genre de cas. C'est-à-dire, vous avez des preuves. Moi, j'ai eu des jeunes comme ça, ils sont originaires de Malinga. Je crois qu'ils étaient des jumeaux, ils étaient d'un village, ils ne sont même pas de Malinga Centre. Bon, ils sont venus apprendre Ambigou, quand le prêtre, c'est un prêtre qui était venu me voir, ils sont venus apprendre Ambigou. De Mbigou, ils viennent en Dendé. Dendé, ils ont gagné le bac à Mouila. Donc, ils ont laissé le village. Et quand ils arrivent à Libreville, ils ont un seul parent qui était aussi résident, c'est un étudiant. C'est lui qui était vraiment leur espoir. Donc, c'est le prêtre qui nous accompagne. Dans ce genre de cas-là,
ils sont pris en charge, il n'y a pas de souci, on tient compte de ça. Voilà pourquoi quand on tient les commissions d'attribution de chambres, il y a ce qu'on appelle les cas sociaux. D'accord. Il y a des cas sociaux, quand on tient les commissions d'attribution de chambres, ça, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Au regard de la capacité d'accueil qui est vraiment défaillante, il faut le dire, c'est ça. Parce que si vous regardez, puisqu'on est dans les réflexions à l'université Omar Bongo, les places qui seront disponibles seront moins de 10 000. Ce sera même moins de 7 000. C'est une goutte d'eau dans l'océan. Bien sûr, oui, effectivement. Donc, il va falloir vraiment être regardant et voir qui peut vraiment occuper la chambre. C'est ça. Or, tout étudiant va occuper une chambre en campus. Alors, aujourd'hui, la configuration, c'est vrai que les pavillons sont en pleine réhabilitation. Avez-vous déjà jeté un œil à ces pavillons? Est-ce qu'ils seront livrés tels quels par rapport à l'ancienne configuration ou bien il y a des innovations? Il y a des innovations. C'est là aussi, en ce moment, j'occupe un poste au SENU. Je suis le chef de service du patrimoine, de la logistique. Donc, et si vous nous parliez de ces innovations? Bien sûr, effectivement. Donc, il y a des innovations. Et les techniciens ont regardé ce qui était avant et comment est-ce qu'il fallait innover. Et je crois qu'il y a des innovations en termes de séparation, parce qu'il y a des innovations en termes sur le plan technique. Si vous rentrez dans ces pavillons-là, vous allez constater qu'avant, les toilettes étaient un peu... Non, on a essayé. Les étudiants sont des gouvernants de demain. On essaie de respecter ce statut-là. Donc vous allez comprendre que si vous rentrez dans ces pavillons, il y a beaucoup de choses qui sont faites dans le bon sens. Oui, ça là vraiment, il y a des innovations. Il y a des innovations dans ce sens. Et il y aura le Wi-Fi gratuit pour... Bien sûr, il y a le Wi-Fi gratuit. Le Wi-Fi était déjà là. Le Wi-Fi, il y a le Wi-Fi gratuit. Il y a les télévisions, bien sûr. Il y a les télévisions. Je crois qu'ils auront... Il y a même un projet. Ce n'est pas le projet du SENU, ça il faut le dire, c'est le gouvernement qui a dit, ça c'est le gouvernement, le Wi-Fi, les télévisions, et je crois aussi les ordinateurs, pour les apprenants. Je crois qu'il y a ce projet-là. Mais toujours est-il que l'université Omar Bongo de Libreville, pour ne parler que l'UOB, est dans un périmètre dans lequel l'université est coincée entre certains quartiers. Je vais parler de la porosité, justement, des franchises universitaires. Vous savez ce que l'on dit de cette université-là en termes de porosité de ces franchises. Et c'est vrai que l'ancien Premier ministre Julien Korb-Kal avait entrepris de faire démolir le fameux célèbre bunker. Voilà, mais bon, il y a encore certains badauds qui ont accès à l'université. Les populations qui habitent les quartiers environnants traversent allègrement. C'est une situation très, en termes de sécurité, dangereuse pour les enseignants, pour le corps administratif, pour les étudiants. Comment régler ce problème? Monsieur Pamol, la première manière de poser des problèmes de sécurité ou régler les problèmes de sécurité, c'est la présence humaine. Je crois que le gouvernement s'est rendu compte que ce que les partenaires sociaux avaient déploré en 2013, que nous avons eu raison, parce qu'on leur a dit que la bonne solution n'était pas de déguerpir, de renvoyer les étudiants. Parce que les étudiants eux-mêmes, vous connaissez ces mécanismes-là, les étudiants eux-mêmes assurent même la sécurité du campus universitaire. Mais est-ce aux étudiants d'assurer leur propre sécurité? Non, quand on dit assurer la sécurité, c'est leur présence. C'est leur présence permanente et effective. Faisait en sorte qu'il y ait ce qu'on appelle une dissuasion. Qu'il y ait une dissuasion, c'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas se permettre de venir faire des choses. Effectivement, il y a aussi la porosité par rapport à ce que vous avez dénoncé tout à l'heure, ce qui s'est passé au fameux bunker, qui a été détruit. Effectivement, c'est pour nous avons salué la mesure du gouvernement de venir détruire ce bunker-là, qui était vraiment un lieu assez dangereux. Mais certains avaient estimé que c'était de la poudre aux yeux, de la politique spectacle. Non. Quand c'est bien fait, il faut le reconnaître. Le bunker, la décision du bunker était salutaire. Pour nous, les partenaires, nous pensons que... Est-ce que ça veut dire que depuis qu'on a détruit le bunker, ce pavillon abandonné, dont les travaux n'étaient pas arrivés à son terme, évidemment, pour que les téléspectateurs aient une idée exacte de ce qu'on dit quand on parle de bunker. Bon, alors, est-ce que ça veut dire que depuis qu'on a détruit ce repère de brigands-là, il n'y a plus de bandits qui ont accès à l'université Omar Bongo? On ne peut pas le dire maintenant que les bandits n'ont plus accès, dans la mesure où, en ce moment, il n'y a pas encore les étudiants résidents. Lorsqu'on va ouvrir les résidences universitaires, et les étudiants seront là, à partir de là, on pourra juger
Mais pour l'instant, nous pensons qu'il y a eu une diminution. Depuis qu'on a détruit le bunker, il y a vraiment une diminution. La diminution est visible. En plus, je crois qu'il y a une unité de gendarmerie qui est là en permanence, qui essaie de regarder ce qui se passe, qui essaie de veiller sur la sécurité des enseignants et des apprenants. L'unité de gendarmerie qui est postée du côté de l'entrée principale de l'université. Non, non, ce n'est pas l'entrée principale, c'est vers, je crois, c'est vers le décanat de la faculté de droit, aux côtés de la faculté de droit des sciences économiques, donc au cœur même. C'est-à-dire, ils ne sont pas visibles, mais nous savons que... Oui, mais là, ils sont à côté, ils ne sont pas derrière le bunker du côté de Plédoretti. Le bunker n'est plus. Oui, mais l'accès à Plédoretti par... Non, vous n'avez pas constaté qu'il y a une barrière qui est en train de se... Non, on est en train de monter une barrière. Cette barrière va faire le tour. Le tour, je crois, oui, je crois. Nous sommes des partenaires sociaux, nous contestons quand ça ne va pas. Vous savez, le périmètre de l'université Omar Bongo, c'est quand même grand. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Vous avez vu... Ça donne sur la voie côté du boulevard, boulevard Omar Bongo. Jusqu'à derrière chez McJoss. Non, non, il y a une barrière. Ce que nous avons, on a pris des renseignements, on nous a dit que cette barrière-là, elle est prévue pour faire le pourtour, c'est-à-dire du campus universitaire. C'est cette barrière-là. Ça, c'est les informations que nous avons reçues de l'administration. Les quid de l'électrification de l'université? Non, est-ce que je pense Je ne parle pas de la fourniture d'électricité dans les bâtiments, mais plutôt de l'éclairage. Il y a l'éclairage à l'université. Il y a l'éclairage à l'université. Mais il peut y avoir des délestages. Il peut y avoir des délestages. Il y a l'éclairage à l'université, mais il peut y avoir des délestages. Il y a l'éclairage sur certains chemins bien identifiés. Non. Mais ce n'est pas tout le... Non, il y a l'éclairage. Si vous regardez un peu plus bas là-bas, ça aussi, nous attendons une fois. Ça, nous avons déjà posé le problème. Et ça va même dans le cahier de charge qu'on va déposer dans ce peu de temps sur la table du ministre. Parce qu'il y a l'éclairage du côté des stades de basketball, de foot et autres là. Il y a l'éclairage là-bas. Mais il n'y a pas encore d'éclairage vers les pavillons, c'est-à-dire les pavillons D, C, D, E et F. C'est la question que je pose. Il faut impérativement des lampadaires de ce côté. On ne peut pas admettre que les étudiants viennent en résidence universitaire au campus s'il n'y a pas d'éclairage de ce côté. Ce n'est pas possible. Même derrière, du côté de chez McJoss, il faut qu'il y ait de l'éclairage. Ça fait partie des préalables que nous allons, des conditions que nous allons poser avant que les étudiants reviennent en résidence universitaire. Alors, il y a le championnat scolaire et universitaire qui a repris depuis quelques années maintenant. D'ailleurs, l'édition 2022 s'est disputée il y a quelques mois de cela. Et je pense que les équipes de l'université Omar Bongo notamment, et les autres grandes écoles d'ailleurs, ont pris part à ce championnat-là. Mais à l'université Omar Bongo, et comme dans la plupart de certaines grandes écoles aussi, il manque aujourd'hui de cours de jeu. Je crois qu'il y a le stade de football à l'UOB qui a été détruit. Oui, effectivement, le stade de football de l'UOB avait été détruit. Mais il y a comment développer la pratique du sport dans nos universités, dans nos grandes écoles, s'il n'y a pas d'espace dédié, sachant pourtant que ces universités-là ont souvent fourni au Gabon des très grands sportifs qui ont joué avec l'équipe nationale, dans les différentes disciplines d'ailleurs. Monsieur Pambovo, la question que vous posez fait partie des preuves dont nous disposons pour dire que l'administration de Senou a un problème de fonctionnement et d'organisation. Parce que beaucoup de gens se disent que, comme on avait détruit le stade, là on a fait l'amphi, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de stade à l'université Omar Bongo. Non, il y a eu un stade qui a été construit en 2010, 2011. Et ce stade-là se trouve derrière le décanat de la faculté de droit des sciences économiques. Il y a un stade de foot là-bas. Mais, comme le Senou ne veut pas mettre en exergue ses activités, c'est pour cela que le grand public ne sait pas qu'il y a un stade qui est là-bas. Il y a un stade. Qui est fonctionnel. Qui est fonctionnel, qui est opérationnel. Et les autres plateaux? Les autres, il y a des plateaux sportifs. Le basket, bien sûr, qui ont été améliorés. Qui ont été améliorés. Même, je crois qu'il y a même des dons de coopération et autres. Je crois qu'il y a même le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a aussi fait, qui a construit un terrain de basket de haut standing de ce côté-là. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Pourquoi? Parce que ceux qui sont appelés à gérer, ils ne le font pas. Puisque quand vous parlez de championnats interuniversitaires et autres, tout. Mais c'est le rôle du Senou. C'est le Senou qui doit faire des annonces. Mais le quid aujourd'hui, justement, de la pratique du sport
dans nos universités, dans nos grandes écoles, notamment à l'université Omar Bongo. Je l'ai dit tantôt, il y avait Nzimba, dans les différentes disciplines qui avaient des belles équipes, même du football, du basket, du handball, etc. Aujourd'hui, où est Nzimba? Nzimba a pratiquement disparu. Mais Nzimba ne viendra pas seul si ceux qui sont appelés à Nzimba ne font pas des efforts. C'est le rôle du Centre national des universités, M. Pambou. C'est-à-dire, quand vous regardez au Centre national des universités, il y a aussi ce qu'on appelle un service de sport. Ce service de sport-là, ce ne sont pas les agents du SENU. Ce sont des techniciens. Mais on a l'impression, hein, quand des techniciens. Oui, mais quand on regarde, on a l'impression que malgré le fait que le SENU jouit d'une autonomie administrative et financière depuis 2004, on a comme l'impression que le SENU est dans le sillage de la gestion administrative de l'IOB par le rectorat. C'est-à-dire les mêmes problèmes que l'on retrouve du côté du rectorat de l'université Omar Bongo en termes de gestion, de management, de gouvernance de l'université, on le retrouve du côté du SENU. Oui, parce qu'il faut que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Hein. Les gens doivent assumer pleinement leurs responsabilités. Si vous êtes responsable du SENU, si c'est vous qui avez la charge de conduire les aides universitaires, ce n'est pas le recteur qui doit vous dire d'organiser les championnats scolaires. Ce n'est pas parce que le rectorat, ils savent que leur domaine de compétence, c'est l'académie. Mais en fait, la question que je pose, c'est est-ce que le CNU n'est pas victime parfois de dysfonctionnements observés du côté du rectorat de l'université Omar Bongo dans sa gouvernance? Je ne pense pas. Il faut d'abord, avant d'arriver au dysfonctionnement, il faut d'abord essayer. Est-ce que le CNU a essayé? Parce que ça, c'est toujours un responsable de la cité universitaire qui vous parle. En son temps, on avait remis l'équipe de Nzimba sur pied, qui allait à Mouila, ainsi de suite. Bon, tout ça, c'était bien organisé. Je crois qu'ils ont joué en division, je crois, 2 du championnat. Tout s'est passé très bien. Et qu'à un moment donné, je crois que depuis 2 ans aussi, 2 ans et demi, on n'en parle plus. Or, ça fait partie des missions qui sont conférées au Centre national des universitaires. C'est le SENU qui doit aller vers les étudiants pour dire vous devez vous organiser, puisque vous avez les plateaux sportifs et autres. Qu'est-ce que vous faites de ces sportifs? Comment est-ce qu'on doit s'organiser pour organiser les équipes, pour que ces équipes-là aillent dans des compétitions? C'est le SENU qui doit motiver les étudiants. Ce ne sont pas les étudiants qui doivent motiver. Puisque c'est le SENU, c'est sa mission. Il y a un chef de service des sports, je crois, chargé des activités socio-culturelles. C'est eux qui doivent motiver les étudiants en disant nous disposons de ressources pour que vous essayiez peut-être de porter votre mission, qu'on essaie de porter notre mission. Nous disposons de ressources pour ça. Comment est-ce qu'on fait pour monter une équipe? Comment est-ce qu'on fait pour monter une équipe de théâtre? Comment est-ce qu'on fait pour monter l'orchestre? Ainsi de suite. Ce sont les missions qui reviennent ou c'est nous. Oui, mais tout est tombé, on a dit la pratique sportive, le débat qui est tombé, effectivement, nous le déplorons. Ouais. Nous le déplorons. Parce que l'IOB, l'université Omar Bongo, était quand même une référence. Bien sûr. Sur le plan culturel, sur le plan sportif. Nous le déplorons, M. Pambou. Il faut bien le relever. Il faut que cela revienne. C'est la première université. C'est la première université. Elle doit vivre. Elle doit vivre. Donc l'université, dans ce domaine-là, est malade de la gestion du Centre national des œuvres universitaires. Donc vous, en tant que partenaire social, vous pointez un doigt accusateur contre ceux qui ont aujourd'hui la gestion, la responsabilité de la gestion du CNU. Monsieur Pambou, effectivement, vous venez de dénoncer ici des faits que vous-même vous avez vécus. Et quand ces faits-là, c'est-à-dire si ce n'est pas constaté sur le terrain, si ce n'est pas fait sur le terrain, mais à qui on va pointer du doigt? C'est à ceux qui sont appelés à faire exécuter la mission du service public, notamment l'administration. Le principal acteur ici, c'est l'administration du CNU qui doit ramener toutes ces missions-là. C'est le CNU qui doit faire tout ce travail. Il ne revient pas. Les partenaires sociaux viennent quand ça ne se passe pas. C'est-à-dire les partenaires sociaux là sont pour dénoncer ou donner des orientations ou des avis. C'est ça notre rôle. Nous ne sommes pas pour. Ce n'est pas nous qui conduisons la mission. Mais celui qui est appelé à conduire la mission, c'est l'administration. Donc, c'est cette administration-là qui doit aller vers les étudiants. Je ne pense pas qu'il n'y a plus les étudiants dans les universités. Les étudiants sont toujours là. Les étudiants ne peuvent pas aussi refuser de pratiquer les activités sportives, culturelles, ainsi de suite. Non, ce n'est pas possible. Ça veut dire que l'université ne vit plus. Or, il faut bien que l'université vive. L'université ne vit pas que de l'académie, M. Pambou. L'université ne vit pas que de l'académie. L'université vit aussi à travers toutes ces activités.
à travers toutes ces composites. On va maintenant parler de la couverture médicale. Oui. On a évidemment, comme l'ensemble des pays dans le monde a été frappé ces 2 dernières années par la pandémie liée à la Covid-19. On a vu qu'à un moment, l'UOB a été un foyer de contamination, donc la Covid-19. C'est-à-dire que les étudiants ne sont pas évidemment à l'abri de la contraction de certaines maladies. Quid justement de cette couverture médicale? Comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, elle est fonctionnelle? Oui, ça on peut l'affirmer. D'abord, si vous arrivez à l'université Omar Bongo, il y a un centre médical là-bas, avec 2 médecins, des infirmiers et autres qui sont là. Il y a une équipe dynamique d'ailleurs, on peut le reconnaître. On parle aussi maintenant du fonctionnement. Ça, c'est toujours le problème de fonctionnement. Est-ce que cette équipe médicale fonctionne? Non. Ça, on peut dire comme ça. C'est vrai qu'il y a une couverture médicale. La couverture médicale est là. La couverture médicale, c'est quoi? C'est l'administration qui fait la couverture médicale. La couverture médicale, c'est un pas administratif. La CNAMGS, oui, ça existe. Les médecins, le personnel existe. Mais est-ce que c'est opérationnel? C'est la grande question qu'il faut poser. Justement, est-ce que le centre médical de l'université Omar Bongo est opérationnel? Et d'ailleurs, dans les autres grandes écoles, est-ce que ces centres médicaux sont fournis en médicaments? Non. Effectivement, il n'est pas opérationnel tel qu'on l'entend. Parce qu'un centre médical, il est opérationnel s'il y a des médicaments, s'il y a des prises en charge minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une prise en charge. Parce que, peut-être vous l'avez vécu, si un étudiant a un problème de fièvre, de palu et autres, il n'a pas besoin d'aller à l'hôpital général, on peut lui administrer les premiers soins au centre médical de l'UOB. Mais s'il n'y a pas de médicaments au centre médical de l'université, qu'est-ce qu'on fait? Il est ouvert pourquoi alors? Mais qu'est-ce que vous voulez? Les agents viennent. Ils ne vont pas, ils sont payés pour ça. Le médecin est payé pour ça, il était affecté. Mais les médecins, nous les partenaires sociaux, on constate, et nous le déplorons, que le centre médical, toujours depuis 2 ans, depuis 2 ans et demi, et le problème a même été posé en conseil d'administration. Je crois que ça n'a pas été, je ne sais pas jusqu'à ce jour, ce centre médical, bon, les agents sont là. Mais le CNO est une entité publique, de services publics. Public, bien sûr. Et quid de la relation qu'il y a entre le CNO, qui est une entité publique, et les autres administrations publiques, chacune dans son domaine de compétences, puisqu'on est en train de parler de santé. Y a-t-il une passerelle qui existe entre le ministère de la Santé publique et le Centre national des œuvres universitaires à ce niveau? Bien évidemment, il y a une passerelle. Mais comment comprendre alors qu'il n'y ait pas de médicaments dans le centre médical de l'université? Justement, M. Pambo, on a relevé un élément tout à l'heure, par exemple, du conseil d'administration. Si vous allez au conseil d'administration du Centre national des universitaires, le directeur général de la santé était membre du conseil d'administration du Centre national des universités, le directeur général de la santé. Ça veut dire, quand on prend des décisions, le directeur général de la santé a une voix pour dire, dans son domaine de compétences, ce qu'on peut faire. Il n'a que d'alors de l'application, que d'alors de l'exécution. C'est ça, c'est là où il y a le problème. Est-ce que pour aller prendre, qui doit aller, est-ce que c'est le directeur général de la santé qui doit venir vers le Centre national des universités pour dire, bon, voici les médicaments, ou bien c'est nous qui devons faire l'inverse? Qui doit aller vers l'autre? C'est nous qui devons nous déployer parce qu'on s'est dit, nous avons des centaines de milliers d'individus dont le gouvernement nous a assigné la mission du suivi médical. Il faut donc prendre des dispositions. Il faut aller vers des partenaires. Puisque les 2 médecins qui sont affectés, par exemple, à l'université Omar Bongo, ce ne sont pas les agents du CNU, ce sont les agents du ministère de la Santé. Il y a d'autres agents qui sont là-bas, qui sont du ministère de la Santé. Quel est alors l'effort que nous faisons pour leur dire que nous, on ne connaît pas ce que les médicaments, comment est-ce que ça se passe? Quel est l'effort qui vient de notre côté pour aller vers eux pour dire il nous faut les médicaments dans la pharmacie de l'université Omar Bongo, à l'université des sciences de la santé, ainsi de suite. Est-ce qu'on le fait? On ne le fait pas. Je sais que nous, on dit qu'on ne le fait pas dans la mesure où quand vous allez dans ces centres de santé, il n'y a pas, on ne trouve pas, il n'y a pas un répondant, il n'y a pas les médicaments, ne serait-ce que pour les premiers soins. Et ça, nous le dénonçons depuis 2 ans et demi, voire 3 ans. Alors, vous êtes l'université Omar Bongo, notamment, et à l'ENSET aussi, mais surtout l'UOB, à un jet de pierre du SAMU social. Justement, y a une forme de collaboration? Comment ça se passe avec le SAMU? En 2010,
2019, effectivement, il y a eu une collaboration avec le SAMU. Oui, il y a eu une collaboration, c'est-à-dire qu'il y a eu un partenariat avec le SAMU. Je ne sais pas si les autorités actuelles, les dirigeants actuels de SENU, je ne sais pas si ils ont maintenu cette collaboration. C'est aussi les partenaires sociaux qui sont un peu, parce que l'administration ne nous associe pas totalement lors de la prise de décision ou lors des initiatives, on ne peut pas affirmer que ce partenariat continue. Mais nous savons qu'en 2019, je crois que c'est sous la direction de monsieur, qui me permet de citer son nom, monsieur Syriac Mouranjami, il avait tout fait pour qu'il y ait ce partenariat avec le SAMU. Et je ne sais pas si l'équipe actuelle avait maintenu ce partenariat. La responsabilité, justement, puisque vous dites que vous ne savez pas, alors la responsabilité qui est la vôtre en tant que syndicat des agents des œuvres universitaires, c'est quoi votre marge de manœuvre? Parce qu'on a l'impression que vous êtes votre syndicat ou d'autres syndicats qui travaillent avec vous. On a l'impression que vous êtes à l'étroit ou vous êtes rentré dans le rang. C'est quoi exactement le problème? Parce que vous devrez être aussi sur le front, donner davantage de la voix, peut-être jouer le rôle d'aiguillon. On a l'impression que vous êtes rentré dans le rang. Non, on n'est pas rentré dans les rangs. Nous dénonçons, effectivement, lorsque vous apprenez que les syndicats sont écartés en conseil d'administration. C'est une violation, puisque ça veut dire que nous avions déjà commencé à dénoncer. On a commencé à dénoncer. Si nous sommes ici, c'est pour dénoncer toutes ces manœuvres, tous ces dysfonctionnements. Nous sommes là pour dénoncer tous ces dysfonctionnements, pour dire que quelque chose ne va pas, sur tous les plans et sur tous les pans. Ça, nous sommes là pour dénoncer, pour dire que le fait de marginaliser, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui au SENU, de marginaliser les partenaires sociaux dans son fonctionnement. Or, ce n'est pas ça. Les partenaires sociaux ne sont pas ce qu'on appelle, ne sont pas des agents de blocage. Les partenaires sociaux ne sont pas là pour bloquer. Les partenaires sociaux sont là pour dire, quand c'est bien, vous avez vu, je vous ai parlé des stades, je vous ai parlé de certains, oui, effectivement. Mais quand ça ne va pas, c'est aussi le rôle des partenaires sociaux pour dire que ça là, nous dénonçons, ça ne va pas. Bon, maintenant, les partenaires sociaux, nous ne sommes pas là, ce n'est pas l'armée aussi. Si l'administration pense qu'elle peut faire sans associer les partenaires sociaux, en violation des directives du gouvernement, parce que c'est ce que le gouvernement avait recommandé à chaque entité administrative, d'associer les partenaires sociaux dans la prise de décision. Et peut-être, malheureusement, ça ne se passe pas comme ça en ce moment au SENU. Depuis 2 ans, nous le dénonçons. Mais nous essayons de jouer notre rôle. Voilà, quand on vient ici, c'est pour dire, c'est pour attirer l'attention de l'opinion, c'est pour attirer l'attention des autorités pour dire qu'au SENU, il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement et l'organisation. Alors, est-ce que vous pensez que les réformes initiées en 2004 en faisant du Centre national des œuvres universitaires une entité qui jouait d'une autonomie de gestion et une autonomie de gestion sur le plan financier et administratif, est-ce que vous pensez que ça a été un bon qualitatif, ça a été important d'opérer ce virage-là, ou vous pensez que l'ancienne gouvernance était peut-être la meilleure? Non. L'évolution de 2000, on peut appeler ça évolution en droit, en 2004, c'est une évolution. Nous disons qu'elle est qualitative. Et elle est qualitative, c'était une très bonne décision d'ailleurs. Mais pourquoi justement on se retrouve dans ce genre de situation où on en vient presque à regretter le passé? Non, on ne regrette pas le passé, M. Pambou. Nous ne regrettons pas le passé. Le passé, si je vous dis, on ne peut pas regretter le passé, mais je dis, si vous me suivez depuis là, je vous parle depuis 2 ans, 2 ans et demi. Parce qu'avant, il y avait quand même un respect, il y avait quand même, on associait les partenaires sociaux et les agents dans la prise de décision. Oui. Mais depuis 2 ans, nous constatons que l'administration a fermé ses portes. L'administration a fermé ses portes et nous le déplorons. D'autant plus que on déplore la fermeture des restaurants qui ne sont pas opérationnels. Ce n'est pas normal. Vous avez parlé tout à l'heure des résidences universitaires qui ne sont pas opérationnelles. Nous le déplorons. Vous avez parlé des activités socio-culturelles, des activités sportives qui ne sont pas pratiquées. Ça, nous le déplorons. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au SENU. Et donc, nous disons, on ne peut pas revenir à l'ancienne méthode où nous étions sous la tutelle des rectorats et le gouvernement avait bien pensé de nous sortir de là parce que ça ne faisait pas bien qu'un recteur de l'université aille aussi s'occuper de la restauration des étudiants, des résidences universitaires. Ça ne faisait pas bien, il fallait évoluer. C'est une évolution objective, c'est une évolution positive pour nous. Mais ici, nous sommes confrontés à ce qu'on appelle le jeu des acteurs.
le jeu des acteurs, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à appliquer, ceux qui sont appelés à exécuter la mission de service public, c'est eux. C'est leur mauvaise volonté que nous déplorons. C'est leur mauvaise volonté que nous déplorons. Pourquoi les restaurants ne sont pas ouverts? Vous voyez? C'est ça. David Ekoré, Félix Ekoré, pardon, on a fait quasiment le tour de la question en ce qui concerne aujourd'hui les défis, les problèmes auxquels est confronté le Centre national des œuvres universitaires. Avant de mettre un terme à l'émission, je vais vous donner l'occasion de faire une conclusion par rapport à la réalité aujourd'hui du terrain, du CENU, de nos universités, en rapport justement avec ces trois principales missions assignées par le gouvernement au Centre national des œuvres universitaires, à savoir l'hébergement, la restauration et la couverture médicale et les activités connexes, notamment celles qui tournent autour du sport et de la culture. Merci M. Pambo. En concluant cette émission, je voudrais d'abord vous adresser les remerciements des agents du CENU, dont je porte la parole ici. La conclusion va dans quel sens? La conclusion va dans le sens que, en ce moment, au CENU, il y a des dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, la question que nous venons poser ici, elle est simple. Que fait-on avec les ressources que le gouvernement met à la disposition du CENU pour accomplir la mission de service public qui est la nôtre? Notamment la restauration des étudiants, les activités sportives et socio-culturelles. On peut mettre un bémol sur les résidences universitaires puisqu'il y a des travaux. Mais l'émission actuelle, l'émission principale actuelle, d'abord la principale, c'est la restauration des étudiants. Pourquoi nous ne faisons pas la restauration des étudiants en ce moment dans nos universités? Est-ce que c'est faute de moyens? Là, nous mettons des doutes. Nous émettons des doutes parce que nous pensons que le gouvernement ne peut pas faire 2 ans sans affecter les ressources financières nécessaires pour nourrir les étudiants. Si le gouvernement arrive à ce niveau-là, ils nous diront, ça serait une déclaration peut-être officielle. Mais puisqu'on n'a pas encore de déclaration officielle, nous pensons que nous disposons d'un faisceau d'indices important qui nous fait croire que le gouvernement affecte des moyens au Centre national des universitaires, mais malheureusement, le service public n'est pas fait de manière convaincante. Il n'est même pas du tout fait. Et nous pensons que nous lançons un appel à tous qui nous écoutent et au gouvernement d'essayer de jeter un regard et demander à ceux qui sont appelés, à ceux qui dirigent le CENU en ce moment-là, de quoi en est-on exactement? Que se passe-t-il réellement par rapport aux services de restauration et d'autres services concernant les œuvres universitaires? Je ne peux que conclure par là. Merci. C'est moi qui vous remercie, Félix et Dandé Ekoré, d'être passé dans le métronome pour que nous mettions le curseur sur ces difficultés auxquelles est confronté donc le Centre national des œuvres universitaires. Je rappelle que vous êtes donc le porte-parole du syndicat des agents des œuvres universitaires. Merci d'avoir regardé le métronome. On se retrouve au cours de nos prochaines émissions sur les antennes de Télé Africa.